Bonsoir à tous. Merci d'être connectés aussi nombreux à cette nouvelle conférence organisée par le Centre français du judaïsme tunisien. Nous recevons de nouveau donc Claude Nataf et je souhaite remercier Jérémy Guedj, maître de conférence à l'université de Nice-Côte d'Azur, qui nous a rejoint au conseil d'administration du Centre français du judaïsme tunisien, qui a accepté de présider donc cette séance. Avant de leur laisser la parole, je vous annonce dès à présent la prochaine conférence qui aura lieu le mercredi 17 mars à 19h, qui sera assurée par Albert Armand-Marek, historien, qui est ici présent, sur l'évolution des institutions communautaires et rabbiniques des Israélites de Tunis de 1876 à 1958. Également, nous avons un projet d'organiser un grand colloque universitaire en décembre 2021 ou janvier 1922. On va voir selon l'actualité également Covid sanitaire, si si la situation nous permettra de le faire tranquillement. Un colloque sur la justice rabbinique en Tunisie. Alors c'est intéressant parce que nous pourrons à la fois entendre des rabbins parler donc de la justice rabbinique en Tunisie, mais également des juristes qui serait intéressant d'entendre, et bien évidemment des historiens. Donc vraiment un thème pluridisciplinaire. Le Centre français judaïsme tunisien se veut véritablement un organe de référence pour tout ce qui concerne le judaïsme tunisien, les juifs de Tunisie, et que ce soit d'un point de vue religieux, historique, sociologique. Ce soir, nous allons donc entendre Claude Nataf sur un sujet de mémoire et triste. Et je vous rappelle, puisque nous sommes un peu gardiens des traditions, sur un ton peut-être plus festif, que demain nous nous commencerons l'allumage des bougies de Hanouka. Donc d'avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de Hanouka. Et n'oubliez pas que dimanche, nous célébrerons Rosh Chodesh El Bnat, la fête des filles. Et donc, souvenons-nous que c'est en souvenir de l'action courageuse de Yehudit qui fit boire du lait à Holoferne et une fois endormi, le décapita. Une autre explication donnée par le Rav Mazouz, c'est l'absence de participation. C'est une récompense qui a été donnée aux femmes pour leur non-participation à la faute du veau d'or. Et donc, Dieu leur offrit un petit Yom Tov, puisque c'est un jour où elles ne travaillaient pas. Et c'est d'ailleurs le seul Rosh Chodesh où l'on récite le Hallel complet. Donc, c'est un jour qui est dédié aux femmes tunisiennes. Donc, d'avance, puisque nous avons l'habitude de célébrer les garçons avec la parashat Yitro, eh bien, on célèbre aussi les filles à Rosh Chodesh et le Bnai. Je laisse maintenant la parole à Jérémy Guedj et je vous demande, je réitère, que vous fermiez vos micros. Merci à vous. Merci beaucoup, cher Jean-Marcel. Bonsoir à tous. Merci d'avoir rappelé ces belles traditions. Alors, la transition va être, comme vous le disiez, un petit peu différente parce qu'on va aller dans un autre registre. Et au nom du Centre français du judaïsme tunisien, je vous souhaite d'abord à tous la bienvenue et j'ai donc le grand plaisir de vous présenter la seconde conférence de l'historien que vous connaissez bien, Claude Nataf, qui, le 29 novembre dernier, nous avait présenté le statut des Juifs de Tunisie. Nous avions pu une nouvelle fois mesurer sa connaissance extrêmement profonde, précise et incomparable de l'histoire de la Tunisie. Mais comme je le disais la dernière fois, et je vous prie de m'excuser si je me répète, mais sans doute y a-t-il des personnes qui n'étaient pas connectées la dernière fois, je disais qu'à travers la conférence de Claude Nataf la dernière fois, finalement, au-delà de l'histoire des Juifs, au-delà de l'histoire de la Tunisie, c'était l'histoire un petit peu de toute la Méditerranée et même l'histoire de France également, évidemment, sur ce chapitre qui était dévoilé. Et donc, je dirais que cet exemple tunisien, finalement, à chaque fois, nous permet de nous élever vers des conclusions générales qui nous permettent finalement, et c'est ça qu'étudie l'histoire, de comprendre ce que c'est que l'homme,
Et donc, je suis très heureux ce soir d'annoncer, de présenter cette seconde conférence en rappelant d'abord que Claude Nataf est vice-président de la Commission française des archives juives, qu'il est le fondateur de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie qu'il a longtemps présidée. Et je rappelle également qu'il est le premier historien qui a publié en France une étude sur les Juifs de Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était en 1992 dans une revue spécialisée très connue, la revue Pardes. Et c'était un numéro coordonné par trois historiens de renom, André Caspi, Annick Riegel et Annette Vievorka. C'est donc vous dire à quel point Claude Nataf est bien placé pour nous parler d'un sujet difficile. Jean-Marcel le disait, un sujet difficile déjà au sens historique parce qu'il nécessite de mobiliser un nombre extrêmement important de sources, de les croiser et puis surtout de les mettre en lumière. Et puis difficile aussi parce que le sujet le veut et il porte sur la rafle des Juifs de Tunis par les SS le 9 décembre 1942. Et d'ailleurs, si cette conférence est inscrite au calendrier des manifestations du Centre français du judaïsme tunisien, c'est aussi parce que cette histoire croisée, histoire, disons-le, douloureuse, fait aussi partie du patrimoine, et en particulier du patrimoine juif tunisien, parce que le patrimoine, c'est la mémoire, et la mémoire entraîne un héritage, et cet héritage a aussi ses facettes difficiles, ses moments sombres et douloureux qu'il nous convient de ne pas oublier. Je suis donc très heureux à ce titre, au titre du patrimoine aussi et de l'histoire, de donner la parole donc à Claude Nataf pour nous accompagner dans cette découverte ou peut-être cette redécouverte d'un pan très sombre de cette histoire. Merci, Monsieur le Président. Je sais gré au Centre français du judaïsme tunisien de me donner l'occasion de parler de cette journée du 9 décembre 1942 à Tunis. Autant la semaine dernière, dimanche, je vous disais que des documents nouveaux nous permettaient de considérer sous un œil un peu différent ce qui avait été écrit jusqu'à présent sur la préparation, l'application du statut des Juifs en Tunisie. Autant là, je craindrais de me répéter, car j'ai déjà parlé de cette journée du 9 décembre 1942, si ce n'était une journée qui avait été non seulement un moment tragique de l'histoire du judaïsme en Tunisie, mais aussi le déclencheur d'une série d'événements qui ont marqué profondément la communauté juive de Tunisie dans son esprit et dans ses attitudes. Avant d'entrer dans le sujet, vous me permettrez de sortir un peu de mon rôle d'historien pour évoquer, parce que cela se fait traditionnellement le 9 décembre, le souvenir de ceux qui ont eu la charge de la direction spirituelle et temporelle de la communauté à ce moment-là. Je veux nommer le grand rabbin Haïm Belaïch et le président Moïse Borgel, ainsi que tous leurs collaborateurs. Il est de tradition de leur rendre hommage le 9 décembre, d'allumer une bougie à leur mémoire. Cela n'a pas été fait cette année. Vous me permettrez simplement de rappeler leurs souvenirs et de leur dédier les propos que je tiendrai devant vous. Le 8 novembre 1942, vous le savez tous, c'est le débarquement anglo-américain en Algérie et au Maroc. Le général Eisenhower a préféré ne pas débarquer de troupes dans le port de Bizerte, car il connaît la situation excessivement défendue de la base de Bizerte, qui avait été considérablement fortifiée par les Français en 1939 dans la prévision d'une attaque italienne, et il craint que si l'armée française se heurte aux Anglo-Américains,
un échec de son débarquement. Il décide donc de laisser la Tunisie de côté, de débarquer d'abord sur les côtes d'Algérie et du Maroc et de faire rejoindre la Tunisie à ses troupes par terre. Évidemment, ce débarquement anglo-américain en Afrique du Nord ne fait pas du tout l'affaire de l'Axe. D'abord parce qu'ils y voient une base de départ pour des opérations futures vers l'Europe, mais surtout parce qu'au même moment, en Libye, l'armée de Rommel, l'Africa Corps, est poursuivie par les troupes britanniques et par les troupes françaises libres de Koenig. Je précise que contrairement à ce qu'on a pu dire ici ou là, il n'y avait pas d'Américains en Libye. En Libye, c'était les troupes anglaises d'Alexander Ed Montgomery et la première division française libre, et également, il ne faut pas l'oublier, la brigade juive, un corps de volontaires qui avait été constitué en Palestine, dans la Palestine de l'époque, et qui était rangé sous l'armée britannique, mais qui avait été détaché auprès de la première division française libre. Donc, les Allemands qui reculent en Libye pensent que si les Anglo-Américains arrivent en Tunisie, ils vont se trouver pris en tenaille entre les Anglo-Américains de Tunisie et ceux qui, en Libye, les poursuivent. Aussi, réflexe naturel, militaire naturel, les états-majors de l'Axe décident d'occuper la Tunisie. Dès le 9 novembre, les premiers avions allemands atterrissent à El Aouina. L'armée française est dans l'expectative et le général Barré, qui commande, décide de retirer la majorité de ses troupes vers l'est pour s'adosser à une position certaine, la dorsale tunisienne, et il laisse à El Aouina le 4e régiment de chasseurs d'Afrique, qui a mission de repousser les tentatives des Allemands d'entrer dans la ville de Tunis. Donc les Allemands débarquent le 9, puis le 10 novembre à El Aouina. Ils ne sortent pas de l'aérodrome. Au même moment, les troupes de Rommel, l'Africa Corps, se retirent de Libye, pénètrent sur le territoire tunisien et s'adossent à la ligne Marette pour être dans une position défensive solide et s'opposer aux troupes de Montgomery et de la France libre qui leur font face. Entre le 10 et le 14 novembre, avec l'accord du gouvernement de Vichy, des troupes allemandes de plus en plus nombreuses débarquent à El Aouina. Le 4e chasseur d'Afrique, qui n'a plus les moyens de combattre, se retire de la ville d'abord. Les Allemands pénètrent dans la ville. Puis le 4e chasseur d'Afrique se retire hors de la ville. Les Allemands le poursuivent. Et finalement, débarque dans le port de Tunis un corps expéditionnaire venu de Sicile, dont la majorité des troupes sont italiennes, mais une partie est allemande. Et débarque aussi un commando SS. Ce commando SS, une centaine d'hommes, a pour chef le colonel Walter Rauff. Qui est Rauff? C'est un ancien officier de marine, nationaliste, qui s'est engagé très tôt dans le parti hitlérien et qui a rejoint les SS. En 1939, il est l'un des adjoints d'Eichmann et il s'occupe plus particulièrement de toute la logistique concernant l'extermination des Juifs. Lorsque les opérations d'extermination commencent en 1941 sur le front de l'Est, et c'est la première phase, vous le savez, c'est l'extermination par balle. On rassemble les Juifs dans un village et on les tue. Et Rauff et les autorités militaires allemandes s'aperçoivent vite que ces scènes de fusillade jouent sur le moral des soldats, qui très rapidement
voient ces massacres, commencent à se poser des questions, et même ceux qui en sont chargés, des commandos SS, commencent à renacler un petit peu, après avoir tué 1 millier d'hommes dans une journée. On n'a pas toujours le temps de dîner. Hein. Donc Rauf imagine une autre solution. Il crée ce qu'on a appelé les chambres à gaz mobiles, c'est-à-dire des camions dans lesquels on enfermait les Juifs par centaines et on lâchait les gaz afin qu'ils puissent ainsi être exterminés sans que cela touche au moral d'un trop grand nombre de soldats. Voici qui était Rauf. Après ces exploits, Rauf a été envoyé en mission, et son ordre de mission a été retrouvé par Serge Klarsfeld il y a 4 ans seulement, a été envoyé en mission auprès de Rommel, qui à ce moment-là se trouve en Grèce. Et la mission de Rauf, puisque Rommel, à partir de la Grèce, doit s'attaquer aux troupes britanniques pénétrées en Égypte, puis en Palestine, sa mission est de liquider les Juifs d'Égypte et les Juifs de Palestine. La mission, c'est de traiter le problème juif dans son ordre de mission, on dit traiter le problème juif en Égypte et en Palestine. Traiter dans le langage nazi, on sait bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire exterminer. Mais, heureusement pour les Juifs d'Égypte et de Palestine, les Anglais sont vainqueurs, Rommel est obligé de refluer et Rauf reflue avec lui. Il est en Libye au moment où Rommel est en Libye. Et il est en Tunisie au moment où Rommel est en Tunisie. Et en Tunisie, là, on stationne. On s'adosse à des positions militaires. Et Rauf, en soldat, a une mission. On lui a demandé de liquider les Juifs. Il n'a pas pu les liquider en Égypte, il n'a pas pu les liquider en Palestine, il est en Tunisie. Il a du temps. En Tunisie, il va remplir sa mission. Aussi, dans la soirée du 23 novembre 1942, Rauf, avec ses SS, arrête à son domicile le président de la communauté, Moïse Borgel. Moïse Borgel, je précise, est un haut fonctionnaire en retraite. Il appartient à une famille qui a donné au judaïsme tunisien 4 grands rabbins qui se sont succédés à ce poste et de nombreux lettrés, de nombreux savants. Il est à la retraite et il occupe, depuis 1939, la fonction de président de la communauté. Lui-même et sa famille ont toujours été au service de la communauté, c'est une responsabilité morale pour lui. Lorsque les Allemands arrivent dans la nuit du 23 novembre pour l'arrêter, son gendre, qui n'a aucune responsabilité communautaire, David Pariente, est à ses côtés et ils sont arrêtés tous les deux. Sont arrêtés en même temps le président sortant de la communauté, Félix Samama, un avocat, et son beau-frère qui se trouvait avec lui est également arrêté, ainsi que Jacques Citanova, un homme d'affaires, qui est un membre de la communauté portugaise. Les Allemands se rendent aussi au domicile de Maître Albert Bessis, qui est un notable communautaire de nationalité tunisienne, délégué au Grand Conseil de la Tunisie, mais qui, prévenu par des amitiés qu'il pouvait avoir au sein de la cour médicale, a jugé quelque temps avant plus prudent de se cacher et on ne le trouve pas. Les otages sont emprisonnés, ces personnes que j'ai nommées sont emprisonnées par les Allemands et l'intention de Rauf est de les fusiller pour sensibiliser la population juive à l'ordre allemand. Cela, nous le savons par les mémoires du diplomate Rahn. Rahn est un ministre plénipotentiaire qui a été chargé d'être le conseiller politique du commandement militaire allemand. Et Rahn a laissé ses mémoires, elles ont été éditées il y a quelques années en allemand et en français. Et là se passe quelque chose d'extraordinaire que les Allemands n'ont jamais vu. C'est que les autorités locales, le B, le résident général, adressent des protestations et interviennent pour la libération des personnes arrêtées. Et notamment, le résident général adresse une lettre très ferme
en rappelant que ce sont des gens qui, d'abord, n'ont commis aucun délit, aucun trouble à l'ordre public, que les Allemands, lorsqu'ils sont arrivés, ont dit qu'ils étaient là pour des raisons militaires. Donc, pour ce qui concerne la vie civile, c'est lui qui commande et qu'il demande la libération des personnes arrêtées. Le consul d'Italie fait également une démarche afin que les otages ne soient pas fusillés. Pour une raison très simple, c'est qu'on l'a vu la dernière fois, les Italiens ont la velléité de succéder à la France en Tunisie. Ils savent que pour cela, pour s'implanter, ils ont besoin du soutien, au moins l'absence d'hostilité des Juifs italiens qui détiennent 80% de la propriété foncière italienne en Tunisie et 40% de la propriété foncière tout court. Et par conséquent, ils ne veulent pas que les Juifs italiens, révoltés par l'assassinat, parce que c'est un assassinat qui se prépare, du président de la communauté et d'autres notables, se retournent contre l'Axe. Donc le consul d'Italie intervient aussi, et finalement, Rauf relâche le 27 novembre Moïse Borgel, et les autres otages sont relâchés le 3 décembre. Moïse Borgel a d'ailleurs l'obligation de se présenter 2 fois par jour, matin et soir, à la commandanture. Rauf, à ce moment-là, comme il n'a pas renoncé à sa mission, décide de susciter des violences de la population arabe à l'encontre des Juifs. Rauf estime qu'avec une centaine d'hommes, il ne peut pas éliminer toute la population juive. Il décide donc de faire le travail par des Arabes. Et il distribue des sommes d'argent à des petits groupes afin de préparer à une date donnée le déclenchement d'un pogrom. Le téléphone arabe, c'est le cas de le dire, joue. Et les dirigeants musulmans, notamment le cheikh El-Médina, qui est le maire de Tunis, en quelque sorte le maire musulman de Tunis, Aziz Djilouli, sont au courant et immédiatement, ils préviennent la communauté juive, mais surtout, ils s'emploient à empêcher que leurs ressortissants, aujourd'hui, se déchaînent contre les Juifs. Et à travers des cadres musulmans, ils encadrent leur population. Ce qui fait qu'au jour prévu, les Allemands sont très troublés, car rien ne se passe. Ils ont perdu de l'argent, ils ont distribué de l'argent, on ne leur rend pas l'argent, bien entendu, et il ne se passe rien. Alors Rauf envisage un autre moyen d'éliminer la population juive de Tunisie. Les Alliés, contrairement à ce qui a été dit dans une cérémonie récente, les Alliés, la veille du 9 décembre, sont sur le territoire tunisien. Ils ont pénétré en Tunisie. Ils ne sont pas en Algérie, derrière la frontière, l'arme au pied. Ils ont avancé. Et les troupes américaines ont même avancé vite. Les Alliés sont à une trentaine de kilomètres de Tunis. À Tunis, on entend le canon. Les Allemands continuent à envoyer des renforts. Mais les troupes allemandes, je ne parle pas des troupes de Rommel, qui sont aguerries, équipées, qui sont dans le sud, adossées à la ligne Marette, mais celles qui débarquent à Tunis et qui vont dans le nord, c'est la deuxième réserve. Ce n'est plus l'armée allemande qui avait conquis la France en 1940 ou qui était sur le front de Stalingrad. C'est la deuxième réserve. Donc ce sont des gens qui ne sont pas aussi bien entraînés que leurs prédécesseurs. Donc les Allemands sont un peu inquiets de cette situation. Ils concentrent leurs forces militaires dans des positions sûres, solides. Eh bien, Rauf, lui, la situation militaire, il s'en moque. Son objectif, c'est de remplir sa mission qui est l'élimination des Juifs. Et
il décide à ce moment-là, puisque je n'ai pas pu faire le travail par les Arabes, puisque je n'ai pas assez de troupes, ben, provisoirement, on va enlever toute la jeunesse juive et on va l'interner dans des camps de travail où on va la faire travailler. Le 6 décembre, il convoque le grand rabbin, Haïm Belaïch, et Moïse Borgel. Il leur annonce qu'il va astreindre au travail obligatoire tous les juifs de 17 à 50 ans. Il ne dit pas quand ces mesures prendront effet. Il leur annonce, ça va se faire. En attendant, vous allez constituer un comité présidé par le grand rabbin, comprenant 8 autres personnes, et c'est avec ce comité que je vais traiter et que je vais m'occuper de l'internement de ces jeunes pour du travail obligatoire. Et si, lorsque on lui dit qu'on ne va pas constituer un comité comme ça, parce que les dirigeants de la communauté sont des gens élus, ils ont été élus sur la base de l'élection de 1938, du 2 décembre 1937, qu'ils sont en fonction. Quand on leur dit qu'on ne peut pas constituer un comité comme ça pour remplacer un comité issu de l'élection, il ne veut rien savoir et il dit ce soir, je veux avoir une liste de 9 personnes et si je ne l'ai pas, le grand rabbin sera fusillé. On constitue très vite une liste de 9 personnes. J'ai publié cette liste dans un livre récemment, parce qu'on n'a jamais parlé de ces personnes. Par le grand rabbin, son secrétaire, on n'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce que ce comité n'a jamais fonctionné. On a remis une liste aux Allemands dans la soirée, à l'heure dite. Mais on a complètement oublié ce comité. Du 8 décembre jusqu'à la libération, c'est le conseil de la communauté élue, présidé par Moïse Borgel, qui est resté face aux Allemands. C'est pourquoi parler des Judenrat est une erreur profonde, voire une infamie, et j'y reviendrai. Le 8 décembre, Moïse Borgel se présente, comme tous les matins, à la commandanture. Alors, quelquefois, il est interrogé, on lui demande des choses, et d'autres fois, il signale simplement sa présence. Bon, vous êtes là, d'accord, bon, partez. Le 8 décembre, il se présente, on ne lui dit rien. Il retourne à la communauté, il réunit d'ailleurs ce jour-là son conseil, car il y avait eu des bombardements à Bizerte, et il y avait 1 millier de juifs de Bizerte qui avaient tout perdu, tous leurs biens, qui avaient reflué vers Tunis, et il s'agissait de les loger, il s'agissait de les nourrir, il s'agissait de les habiller. C'était vraiment un véritable travail, car d'habitude c'était le Secours national qui s'occupait de cela, mais le Secours national avait fait savoir que désormais les choses avaient changé et on lui avait interdit de s'occuper des Juifs. Et pendant que M. Borgel est en réunion, on vient le chercher, il est demandé d'urgence à la commandanture. Il s'y rend, et là, le colonel Rauf lui dit pour demain matin à 7 heures, il me faut 3000 hommes équipés de pelles et de pioches et de nourriture, la moitié devant se trouver à la caserne Foch et l'autre moitié à la Sebala du Mornag. Et si à 8 heures, comme M. Borgel commence à dire que c'est quelque chose qui est impossible, si à 8 heures nous n'avons pas les hommes demandés, vous, président de la communauté, vous serez fusillé, ainsi que le grand rabbin.
Une personnalité musulmane, dont je peux donner le nom, c'est Mohamed Chnik, qui a été Premier ministre, fait savoir à Moïse Borgel que c'est très sérieusement qu'il sera fusillé. Et elle lui offre, cette personnalité lui offre de se cacher dans un refuge sûr, dans la ville arabe, où il ne pourra pas être retrouvé. Moïse Borgel répond qu'un chef militaire peut et doit se retirer face à l'ennemi pour s'appuyer sur une position solide, pour réorganiser ses troupes avant de reprendre l'offensive, mais qu'un pasteur, un chef de communauté, ne peut pas abandonner ses troupes, ne peut pas abandonner la population. Ce serait contraire à tout ce qu'il pense de son rôle, à toutes les traditions de sa famille. Et Moïse Borgel réunit en urgence le conseil de la communauté, les notables. Alors, il y a une réunion qui se passe. Vous savez, à Tunis, les bruits courent vite. Alors, on sait que Moïse Borgel est allé à la commandanture, on sait qu'on lui a exigé quelque chose, et tous les curieux, tous ceux qui à ce moment-là n'ont rien à faire, vont à la communauté pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est dit. Alors, il y a une centaine de personnes qui sont là, qui parlent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut résister? Il y a une romancière qui a écrit il y a quelques années, il aurait fallu former un maquis. Il suffit de connaître un peu le relief de la Tunisie pour voir qu'il était impossible de former un maquis. Et puis un maquis, il faut des armes. Qui, dans la population juive, avait des armes? L'armée française elle-même, quand elle est partie à la dorsale tunisienne, n'avait pas d'armes, ou presque pas. Et puis, il faut connaître aussi l'état physique de la population juive, composée majoritairement de pauvres, où régnait ce qu'on appelait les 4 maux: la tuberculose, la syphilis, la teigne. Comment mobiliser toute cette population et en faire des maquisards ou des soldats? C'était un rêve, une utopie. Alors bien sûr, M. Borgel pouvait démissionner et partir, ainsi que les membres du conseil de la communauté. Ce n'était pas dans leur gène, je dirais. Et puis, qu'auraient fait les Allemands? Ils l'avaient annoncé. Nous arrêterons nous-mêmes les gens dans la rue, on en fusillera quelques-uns, et on arrêtera 10 000 hommes, on les trouvera facilement. Il y a une certaine espérance, c'est qu'on entend le canon de Tunis. Les Américains sont à Grombalia. Il leur faut 3 jours pour arriver à Tunis. Il leur faudra 6 mois, parce que les Allemands reprendront l'offensive et les rejetteront au loin du Kef. Alors, Paul Guèze, qui est un avocat, qui est membre du conseil de la communauté, dit mais enfin, nous sommes sous la souveraineté du B, sous la protection de la France, il faut aller voir les autorités responsables. 2 délégations sont formées. L'une se rend chez le B. Le B, qu'on réveille d'ailleurs de sa sieste, reçoit la délégation avec bienveillance, mais il est malade, il est mal remis d'une angine, il écourte l'entretien, il rappelle qu'il a toujours été bienveillant à l'égard de la communauté juive, qu'il a protesté contre les mesures discriminatoires, mais il avoue son impuissance. Et il invoque le miktoub, la fatalité chère aux musulmans. C'est la fatalité, il n'a rien à faire. Le résident général, l'amiral Esteva, dont on sait que c'est un catholique pratiquant, je vous en ai parlé la semaine dernière, reçoit aussi avec bienveillance la délégation, mais avoue que les Allemands
lui ont interdit de s'occuper des Juifs. Et que par conséquent, il ne peut rien faire. Et là, il y a un dialogue qui se déroule entre le résident général et le docteur Moiti. Le docteur Moiti lui rappelle que la France est en Tunisie en vertu du traité du Bardo et que le traité de Bardo fait obligation à la France de protéger la personne du B et les sujets du B contre toute intervention étrangère. Et l'amiral Esteba dit oui, j'en conviens. Mais je ne peux pas vous protéger, je ne peux pas protéger cette partie de la population, qui est la population juive. Et le docteur Moiti lui dit, amiral, je crois qu'aujourd'hui, vous venez de sonner le glas du protectorat. Puisque la raison qui justifie votre protectorat, vous ne pouvez pas la remplir. Le résident général promet d'intervenir auprès des Allemands pour demander un délai et il fera connaître dans la nuit la réponse au président de la communauté. Le grand rabbin Haïm Belaïch, du haut de sa chaire à la grande synagogue, appelle la population, la jeunesse juive et les gens sans charge de famille à se dévouer pour le salut de la communauté. La communauté pense que c'est une affaire de quelques jours. Au bout de 8-10 jours, les Américains seront là. Donc on promet aux volontaires un salaire de 100 francs par jour, c'est une somme à l'époque, 100 francs par jour, pour les attirer. Le grand rabbin réitère cet appel dans toutes les synagogues. Des hommes vont dans les quartiers juifs, des délégués de la communauté, pour relayer l'appel du grand rabbin. Et on ouvre un bureau de recrutement à la grande synagogue. On se sépare. À minuit, le résident général appelle le président de la communauté, Moïse Borgel. Tout délai est refusé. Moïse Borgel, qui n'a pas dormi de la nuit, se rend à 5 heures du matin à son bureau, à la communauté, rue Marséchaud, et il téléphone aux membres de la communauté, à des parents, à des amis, pour leur demander de venir pour essayer. On espère que des gens se présenteront au bureau de recrutement. Et je lis le début de cette journée tel que l'a décrit Robert Borgel. Dès 5 heures, tout le monde s'affaire. Après M. Borgel, voici toujours le premier arrivé et déjà sur la brèche, Maître Nataf, ancien président, que son honorariat n'empêche pas de prendre la part la plus active à tout le travail qui s'exécute. Maître Paul Guèze, venu aux nouvelles avant d'aller au palais. Le docteur Moiti, il en vient encore, voilà le bâtonnier Bonan, le docteur Sfez, des hommes de bonne volonté de la première heure, Albert Nataf, René Solal, les frères Krief, Fernand Semama, André Cohen, les docteurs Maruani, Sarah Gosti, le docteur Hayat. Tout le monde est là et on vient les prévenir qu'il n'y a que 125 volontaires qui se sont présentés à la grande synagogue. 125 pour 3000 demandés par les Allemands. Moïse Borgel doit se présenter à 8 heures à la commandanture. Il sait, il pense que son sort est joué, qu'il va être fusillé. Il transmet ses pouvoirs au président honoraire Elie Nataf et il se prépare à aller à la mort. Son fils, Robert, intervient. Il fait valoir que son père est âgé et qu'il serait bon qu'il soit accompagné par un autre membre de la communauté. Il m'a dit souvent, lorsque je l'ai interrogé, combien à ce moment-là un silence s'était abattu dans la pièce
qui grouillait de bruit quelques instants avant. Tout le monde se regarde. Et c'est alors qu'à ce moment-là, une voix, je viens avec vous. C'est Paul Guèze. Je m'arrête un instant. Paul Guèze est un avocat. Il s'est, à l'âge de 17 ans, en 1916, engagé volontaire dans l'armée française. Il a été de toutes les batailles, alors qu'il était de nationalité tunisienne. Il a été sur la Somme, il a été sur l'Artois, il a été à Verdun, il a eu les pieds gelés sur la Marne, il a été blessé, décoré de la médaille militaire, devenu sous-officier sous le feu, croix de guerre avec palme. Il revient en 1919, il reprend ses études de droit, il est avocat et très vite, il fait partie du groupe de la justice, le groupe qui luttait pour la naturalisation française des Juifs de Tunisie. C'est un grand sportif, champion d'escrime, champion de motocycliste. Il est élu au Grand Conseil, à la section française du Grand Conseil de la Tunisie comme représentant de la population française. Et c'est un juif très fier de sa dignité de juif et qui dirige plusieurs œuvres de bienfaisance juive, comme des associations, comme l'association des anciens combattants et engagés volontaires juifs. Et il est membre du Conseil de la communauté. Et il accompagne Moïse Borgel. En chemin, ces deux hommes rencontrent le docteur Beredvas. J'ai vu qu'il y avait un Beredvas qui assistait à ma conférence. Je pense que c'est un membre de la famille. Le docteur Beredvas est un médecin juif hongrois, installé en Tunisie. C'est un militant sioniste. Très courageusement, le docteur Beredvas se joint à eux pour servir d'interprète. Lorsqu'ils arrivent à la commandanture, un quart d'heure après, le colonel Rauf n'est pas là. On leur demande d'attendre, ils attendent. Ils ont été surpris de voir les mouvements de troupes allemandes qui montaient vers le front dans les rues de Tunis, l'agitation qu'il y avait. Ils attendent, ils sont inquiets, Rauf n'est pas là. Puis arrive un sous-officier italien qui parle avec le planton de la commandanture. Et comme Moïse Borgel comprend l'italien, il comprend que le sous-officier italien dit qu'il y a des choses qui se passent vers les Juifs et que le colonel Rauf est à la grande synagogue. Immédiatement, il quitte la commandanture et décide de se rendre à la grande synagogue. Alors pourquoi Rauf à la grande synagogue? Rauf est allé à 7 heures du matin sur la caserne Foch où devait se trouver, où il attendait de trouver 1500 hommes. Et il voit arriver 150 volontaires. Donc il voit des pauvres gens qui étaient attirés par le salaire de 100 francs par jour prévu par la communauté. Ce n'étaient pas des costauds. Et quand il voit ça, Rauf est furieux. Il force les malheureux volontaires à s'agenouiller. Il les bat. Il les menace de les fusiller. Alors quelqu'un arrive à l'interpeller en disant « Mais il y a les volontaires se rassemblent à la grande synagogue, les volontaires se rassemblent à la grande synagogue. » Alors il dit « Bon, je vais à la grande synagogue. » Il arrive à la grande synagogue et il entre dans le temple et il voit les gens qui sont en prière. C'est l'office du matin. Et en plus, c'est le jour où on a sorti un Sefer, dont je pourrais peut-être parler tout à l'heure, d'ailleurs, un Sefer. Rauf, immédiatement, profane le temple, les SS commencent à faire sortir tout le monde, le rabbin, le chamèche, le bedeau, l'officiant, les femmes, les enfants, les vieillards. On les cantonne dans le petit square devant la synagogue gardée par des SS en armes. Le temple est profané, tous les Sefer Torah sont enlevés ou profanés. Les SS sont tirés dans le tas, il y a des coups de feu, des échanges partout, et immédiatement, des SS arrêtent tous les hommes qui passent.
ils demandent leur carte d'identité, demandent s'ils sont juifs. Ils ne connaissent pas l'onomastique tunisienne, mais il y a immédiatement des auxiliaires arabes qui se présentent et qui les renseignent. Oui, Bismuth, oui, c'est juif. Attal, oui, c'est juif. Et tous les hommes contrôlés qui ont moins de 40 ans sont immédiatement arrêtés et gardés par des soldats en armes. Moïse Borgel, Paul Guez et le docteur Beredvas arrivent à ce moment-là. Ils écriront eux-mêmes que le spectacle est effroyable. Les femmes, les enfants pleurent, les hommes hurlent, grelottent parce qu'il y a une pluie battante énorme dans Tunis ce jour-là. Raouf voit Borgel, il commence à insulter, des traitants de tous les... Le docteur Beredvas n'ose pas traduire tellement Raouf est affolant. Il menace de les faire fusiller. Il oblige Moïse Borgel à s'agenouiller, chevalier de la Légion d'honneur, aux fonctionnaires, agenouillé. Il donne un coup de cravache à Paul Guez. Il demande l'adresse du grand rabbin en disant qu'il allait les fusiller immédiatement devant tout le monde pour sensibiliser la population juive à l'ordre allemand. Et il dit, vous allez voir ce que je vais faire arrêter tous les juifs dans Tunis, je vais en tuer, c'est une furie. Moïse Borgel ne donne pas l'adresse du grand rabbin, il lui répète que le grand rabbin n'a qu'un rôle spirituel, que c'est un vieillard, près de 90 ans, que le responsable c'est lui. Raouf ne démord pas. Et à ce moment-là, Paul Guez est-il inspiré, prend la parole, regarde Raouf et lui dit, j'ai été à Verdun, j'ai eu des prisonniers allemands, j'ai peut-être été dur avec eux, je ne les ai jamais humiliés. Vous nous avez vaincus en 1940, vous pouvez nous occuper, vous n'avez pas le droit de nous frapper, vous n'avez pas le droit de nous humilier. Raouf est ébahi. Comment un juif ose lui parler sur ce ton? Il est impressionné par le ton militaire, puis en même temps il regarde la poitrine de Paul Guez et il voit la médaille militaire. Les Allemands connaissent la médaille militaire. Ils savent que c'est la décoration du soldat, la décoration de la bravoure. Il dit, mais qui êtes-vous? Alors Paul Guez lui dit, je suis officier de l'armée française. Je suis juif et membre du conseil de la communauté. Vous nous demandez de réunir 3000 hommes. Vous êtes militaire. Aucun bureau de recrutement ne pourrait réunir 3000 hommes dans un tel délai. Si vous nous donnez le temps nécessaire, nous allons rassembler les hommes. Raouf s'arrête. Il lui dit, bon, alors je vais commencer, vous allez me donner 10 juifs, je vais vous donner un peu de temps, mais vous allez me donner 10 juifs que je vais fusiller immédiatement. Et Paul Guez lui répond, sachez que je serai le premier. Raouf sort son revolver, il le braque sur Paul Guez ne bouge pas. Et à ce moment-là, un autre officier s'approche de Raouf et lui dit, c'est un officier français. Raouf regarde Paul Guez, il lui dit, est-ce que j'ai votre parole? Paul Guez dit, vous avez ma parole que je ferai l'impossible. C'est une parole d'officier? Paul Guez lui dit non. Parce que si c'était une parole d'officier, mon devoir aurait été de la démentir. Et d'immédiatement ne pas le faire. Mais pour le sauvetage de la population juive, je vais essayer de réunir les hommes que vous me demandez. Libérez tous ceux qui sont ici. Raouf réfléchit encore et il dit non. Je vais garder tous ceux que j'ai arrêtés ici. Allez essayer de réunir les hommes
et venez me rendre compte à midi de ce que vous aurez réussi à faire. Paul Guèze et Moïse Borgel partent. Ils ne savent pas. Ils savent que la rafle continue sur l'avenue de Paris devant la synagogue, mais ils ne savent pas qu'au même moment, une rafle identique se déroule rue Maltasrira devant l'école de l'Alliance israélite et dans les rues avoisinantes. Ils rentrent à la communauté et on décide d'imprimer des affiches pour non plus solliciter des volontaires, pour mobiliser tous les jeunes juifs nés entre 1924 et 1915, de 18 à 27 ans, comme une mobilisation militaire. Et on leur demande de se présenter à l'école de l'Alliance israélite. Tout le monde part, car on s'imagine que la tâche va être dure. Maurice Agege réunit une équipe qui va voir les riches, les gens, la bourgeoisie, pour leur demander de donner de l'argent, parce qu'il faut payer. On a dit aux hommes qu'on leur donnerait 100 francs par jour. La communauté n'a pas un tel budget. Donc on va dans les maisons, dans les bureaux, voir les gens qui ont de l'argent, pour demander de donner, leur demander de donner ce qu'ils peuvent donner pour faire face à la situation. Véroli, Henri Sfez, Albert Bramy, Raphaël Maharek vont réunir, d'une part, en allant chez les commerçants et en achetant des vivres, et d'autre part, en envoyant des éclaireurs israélites dans les familles pour demander des boîtes de conserve. Vous n'avez pas une boîte de conserve en trop à donner ou un pain ou quelque chose. On demande aussi, toujours par l'intermédiaire des jeunes scouts, aux familles de donner des couvertures, des choses que les travailleurs, les jeunes qui vont dans les camps pourront utiliser. Et puis, les Allemands demandaient qu'ils soient équipés de pelles et de pioches. En cette période de rationnement, c'est très difficile de trouver des pelles et des pioches à Tunis. On court tous les magasins. On va voir des gens qui ont des jardins. Et c'est un travail énorme qui s'accomplit en quelques heures. Et je vous demande d'essayer de vous représenter ce que cela a été. Et on est en pleine ébullition, en plein travail, et Rauf arrive avec un commando au siège de la communauté. Aussitôt, il procède à l'arrestation de toutes les personnes présentes dans le deuxième bureau, pas dans le premier bureau. Dans le premier bureau, il y a Moïse Borgel avec le docteur Sfez, M. Assid, qui est un commerçant en ameublement, et Roger Temam, un jeune avocat qui fait fonction de secrétaire de la communauté. Eux sont gardés à vue, mais ils ne sont pas arrêtés. Et toutes les personnes qui se trouvent dans l'autre pièce, cinquantaine de personnes, sont arrêtées, transportées en camion. On verra après comment. Roger Temam réussit par la fenêtre, par signe, à expliquer à une jeune fille ce qui se passe. Ce qui fait que, alors que les premières personnes sont entrées dans le bureau, sont immédiatement arrêtées, la jeune fille courageusement se place en sentinelle devant la porte et dès qu'elle voit une personne juive qui essaye d'entrer dans la communauté, elle explique ce qui se passe, ainsi ils échapperont à la qualité d'otage et à la prison. Moïse Borgel fait face à Rauf. Et Rauf lui dit « Désignez-nous 100 personnalités que nous allons arrêter et qui seront à la prison comme otages, destinés en cas de manquement au rassemblement des 3000 hommes que vous nous avez promis, seront fusillés. » Moïse Borgel dit « Non, les otages, c'est moi l'otage. Ce sont ces messieurs qui sont là, c'est moi l'otage. Non, vous serez fusillés à midi.
Vous n'êtes pas concerné par ça. Vous serez fusillé à midi. Mais j'ai besoin de 100 personnes. On lui dit qu'on n'a pas de liste. Alors il dit, ben, les premiers, ce sont ceux-là, ceux qui sont dans le deuxième bureau, le bureau d'à côté. Allez, dans le camion. Il prend un annuaire téléphonique et il commence à relever des noms qui seront arrêtés et qui constitueront le deuxième contingent d'otages. Pendant ce temps-là, à l'Alliance, on a concentré tous les Juifs qui avaient été raflés dans les rues. Et on fait un tri. Les plus de 50 ans, des plus de 40 ans, bon, sont destinés à être lâchés, on verra. Les moins de 40 ans, ce sont ceux qui vont aller dans le camp de travail. Et cependant, au fur et à mesure, on voit arriver à l'école de l'Alliance des jeunes qui, touchés par les affiches qui ont été apposées, qu'on commence à apposer dans les rues, se rendent à l'Alliance pour répondre à l'appel de la communauté. Tout cela dans une description, dans un désordre indescriptible. Et là encore, je vous lis le récit qu'en fait de ce rassemblement Robert Borvel. Les hommes, la cour se remplit. Les jeunes gens des classes appelées, comprenant, réalisant la gravité de la menace qui pèse sur toute la population, n'ont pas hésité. Ils viennent aussitôt avec courage, presque avec bonne humeur. Pourtant, ils ont laissé à la maison mère, épouse, fiancée, enfants en larmes. Mais ils se sont raidis, ne voulant pas montrer aux Boches des visages abattus ou apeurés. L'après-midi, toutes les personnes qui ont été retenues comme otages ou arrêtées pour servir d'otages sont rassemblées à la grande synagogue. Et on forme des contingents. C'est Paul Guèze, avec Georges Krief, un jeune avocat, qui rassemble les hommes par groupe. On essaye, les Allemands ont demandé que chaque groupe ait un chef de groupe. Alors on désigne des gens qui ont fait leur service militaire, ou des anciens combattants, ou des sportifs, ou des scouts, comme chef de groupe. Il y a une visite médicale très sommaire qui est faite par les médecins de la communauté. On glisse aux hommes un pain, les pains qu'on a été achetés dans la journée, une boîte de conserve, alors quelquefois c'est une boîte d'anchois, quelquefois c'est une boîte de sardines, une boîte de conserve, un billet de 100 francs, éventuellement une couverture, de l'eau, et au fur et à mesure que les groupes se forment, les Allemands s'en emparent et les conduisent à pied vers une destination inconnue. Malgré tous les efforts de Paul Guèze et des gens de la communauté pour savoir où les amenez-vous? Aucune réponse. Et pourtant, Rauf a précisé qu'il appartiendra à la communauté de nourrir les hommes, sinon ils mourront de faim. Et bien sûr, on leur glisse aussi à qui une pelle, à qui une pioche. Et la première journée, il part ainsi 1800 hommes. Et les jours suivants, il en partira 2000. L'école de l'Alliance devient un casernement au fur et à mesure des appels de classe, et il en sera ainsi, il y aura des départs quotidiens jusqu'au 30 décembre 1942. Les otages réunis à la grande synagogue comprennent un certain nombre de juifs italiens. Et alerté par Guglielmo Meroli, le consul d'Italie a alerté l'état-major italien et un officier, colonel de l'armée italienne, pénètre dans la grande synagogue et il crie très fort en italien « Je viens chercher tous les sujets italiens ». Les Allemands s'inclinent, donc il y avait quelques juifs italiens parmi les otages, ils sont immédiatement libérés et il faut souligner le beau geste de l'un d'entre eux qui, naturalisé français en 1939,
ancien officier de l'armée italienne, est invité par ses camarades italiens à partir. Tu es naturalisé, mais personne ne le sait. Et il a, non, j'ai obtenu la naturalisation française, je l'ai sollicité, je ne me sépare pas des autres otages de nationalité tunisienne ou de nationalité française. Et là, la rafle continue. Les otages de la grande synagogue sont transportés à la prison militaire que les Allemands ont réquisitionnée à cet effet. Ils sont enfermés. Les Allemands leur ont bien dit, vous êtes là, et au fur et à mesure du travail qui sera fait ou qui ne sera pas fait par la communauté, nous procéderons progressivement à des éliminations physiques. Il y aura tous les jours 5 ou 10 fusillés, suivant l'inexécution des ordres de la communauté. Heureusement, alors ce sont généralement des hommes de plus de 50 ans, ce sont des intellectuels pour la plupart, mais pas toujours. Ce sont des bourgeois, rassis pour certains. Ils sont enfermés dans des paillasses, sur des paillasses, sans aucune hygiène, sans être nourris. Et puis tout d'un coup, ils entendent des gens qui les encadrent, qui parlent français, qui leur disent « N'ayez pas peur, nous sommes ici pour vous protéger ». C'était des sous-officiers de l'armée française qui n'avaient pas été avec leurs camarades vers la dorsale tunisienne, qui étaient restés en Tunisie pour se renseigner sur ce que faisaient les Allemands, transmettre par des voies qui avaient été définies à l'avance des renseignements, et qu'on avait camouflés en gardiens de prison. Et ce sont eux qui ont donné une première sécurité aux otages. Et puis tout d'un coup arrive alors un personnage extraordinaire, Henri Sfez. Henri Sfez, c'est un neveu de Moïse Borgel, et il est français de nationalité, il a été mobilisé, il était dans un régiment de cuirassés, il a été fait prisonnier en 1940 pendant la campagne de France, il s'est évadé du Stalag, il a appris quelques mots d'allemand, il a bien compris aussi la mentalité des Allemands. Alors il se présente devant eux avec un aplomb, en se mettant au garde à vous, il sait leur parler, il dit quelques mots d'allemand, donc on lui réserve un certain accueil. Il a pris un imprimé qu'il a signé lui-même, il a mis une 50aine de cachets, et il s'est autorisé lui-même à aller à la prison militaire. Et il va à la prison militaire, c'est lui là qu'il voit les otages, et qu'il réussit à prendre leur nom pour prévenir leur famille, parce que beaucoup avaient été arrêtés dans la rue, à leur bureau, à la communauté, à l'Alliance. Donc, à 20h, on a la liste des otages, il va prévenir leur famille, il les rassure, et il s'occupera de leur faire passer du ravitaillement pendant tout cet épisode tragique. Alors, c'est une rafle qui entraîne une mobilisation de la population juive justement pour éviter les rafles, et la rafle s'est arrêtée à 8h du soir. Je lis simplement un témoignage, celui de Georges Krief. Il parle du départ des groupes vers les camps. Au fur et à mesure que nous groupions les hommes, les Allemands les prenaient en charge et les conduisaient vers des destinations inconnues. Sur les instructions de Paul Guès, nous avons essayé de faire encadrer les recrues par ceux qui avaient fait leur service militaire, par des chefs scouts, par des sportifs. Mon confrère Roger Temam s'est mis à ma disposition et je lui ai demandé de relever le nom et les adresses de ceux qui partaient. Cela a continué les jours suivants et les Allemands demandaient continuellement des contingents supplémentaires. En 3 jours, près de 3000 hommes sont partis. Donc, l'action de la communauté, le sang-froid dont ont fait preuve les dirigeants, ont arrêté la rafle, ont empêché que les Allemands fusillent des gens.
ça n'a pas empêché le départ vers les camps. Ça n'a pas empêché que sur la route de Zagouan, un jeune homme qui avait été raflé, qui avait un pied beau, donc il ne pouvait pas marcher, souffrant mille morts de la marche forcée sous les coups de cravache des soldats allemands, a été d'abord porté par ses camarades qui se relayaient pour le porter. Mais il y avait une pluie, comme il y en a eu rarement en Tunisie cette année-là. Il y avait des chemins, des pistes où les hommes marchaient dans la boue. Ne pouvant plus le porter, ses camarades ont posé Mazouz à un moment donné. Évidemment, compte tenu de son infirmité, il ne pouvait pas avancer. Il s'enfonçait de plus en plus dans la boue. Un SS l'a frappé pour qu'il marche. Il n'arrivait pas à marcher. Il est tombé. Le SS a pris son fusil et l'a tué, pas à la première balle, il n'a pas réussi, il l'a tué à la deuxième balle. Ça a été la première victime. Et il y en eut d'autres par la suite. La première victime, et lorsqu'ils sont arrivés à Zagouan, où évidemment les gardes allemands ont rendu compte à leurs supérieurs de ce qui s'était passé, celui qui avait tiré a été sanctionné, puni de 15 jours de prison. Pourquoi ? Parce qu'il avait dû utiliser 2 balles et qu'il n'avait pas réussi à tuer de la première balle. Il a été puni pour avoir saboté son premier tir. Donc le 9 décembre au soir, la rafle est arrêtée. 3000 hommes sont partis, 100 personnes, sans otages, sont dans la prison militaire, destinées à être fusillées, le cas échéant. C'est une journée comme les Juifs de Tunisie n'en ont pas connu depuis longtemps. Ils ont connu des pogroms, mais ils n'ont jamais connu une chasse à l'homme systématique dans les rues de Tunis. Ce qu'ils pensaient pouvoir s'être passé à 70 ou 100 ans, ils ne pensaient jamais que cela pourrait se passer au temps des lois, sous le protectorat français, alors qu'ils vouaient à la France une admiration qui faisait que tout jeune bachelier juif tunisien, dès qu'il avait 18 ans, demandait sa naturalisation française. Pour accéder à une citoyenneté, mais aussi par amour de ce que représentaient les principes de 1789. Et là, s'effondre en une journée cette image que le protectorat avait consacrée. Je pense aussi que cela aurait pu être pire et que, comme l'écrit Serge Klarsfeld, les Juifs de Tunisie ont connu les camps, les souffrances, les violences, les viols, les pillages, la mort, mais le processus d'extermination qui avait été préparé par Rauf n'a pas pu jouer. Et cela, et je répète les mots de Serge Klarsfeld, ils le doivent à l'intelligence et à l'habileté des dirigeants de leur communauté, interlocuteurs exclusifs de terrifiants tueurs de juifs qu'ils ont réussi à manœuvrer pour le plus grand bien de ceux qu'ils représentaient. C'est Serge Klarsfeld. Je pense que si Paul Guèze n'avait pas eu ce réflexe devant la grande synagogue,
Si Moïse Borgel n'avait pas opposé toute sa dignité ancestrale, je dis bien ancestrale, à Raouf, le pire aurait été commis ce 9 décembre dans les rues de Tunis. Il a été commis, mais ce n'était pas tout à fait le pire. Voilà pourquoi je dis avec gravité, et je ne peux pas m'empêcher comme historien de le dire, que le Conseil de la communauté de Tunis n'était pas et n'a jamais été un Judenrat. Les historiens ont défini ce qu'était un Judenrat. Les membres du Judenrat étaient nommés par l'autorité allemande. Là, c'était les élus. Là, c'était les représentants légitimes de la population juive. Et compte tenu compte tenu de la notoriété péjorative qui s'attache au terme de Judenrat, je dirais à une historienne diplômée de l'INALCO et formée par Richard Ayoun, de mémoire bénie, que lorsqu'avec l'autorité que lui donne sa qualité de présidente d'une société savante, déclare que la communauté de Tunis en 1942 était un Judenrat, je lui dirais, Madame, vous en avez menti. Et vous avez commis une mauvaise action. Non. Les Juifs de Tunisie, comme ils l'avaient toujours fait, ont fait preuve de la plus grande dignité. Et cela a été reconnu. Et il y a même eu un procès en diffamation là-dessus, en Israël. Non, nous n'avons pas ici à faire le procès de qui que ce soit. Nous avons vécu, j'ai essayé de vous faire vivre une journée tragique. J'ai essayé d'enchaîner sur les faits qui se sont déroulés. Mais je pense que là encore, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la communauté juive de Tunisie, a servi d'enjeu dans une rivalité entre la France, l'Italie, l'Allemagne. Alors, on a besoin des Juifs pour ça. On a besoin des Juifs parce qu'il y a les Juifs italiens qui sont très importants économiquement. On a besoin des Juifs pour s'opposer aux musulmans. Donc, on va protéger les Juifs parce on a besoin d'eux dans les rivalités qui peuvent s'installer entre la France et les musulmans de plus en plus travaillés par le courant nationaliste. On va un peu relâcher la pression sur les Juifs pour ne pas mécontenter l'allié italien. Alors cette journée nous montre que, comme dans toute cette histoire de la Seconde Guerre mondiale en Tunisie, la population juive a été un enjeu. Voilà, j'ai essayé de vous raconter. J'avais beaucoup de choses à dire, mais j'avais promis aux organisateurs que je ne parlerais pas plus d'1h10. Je crois que j'ai tenu parole. Maintenant, s'il y a des questions, c'est bien volontiers que j'y répondrai. Merci beaucoup, cher Claude Nataf, pour cette conférence, comme toujours, riche. Et ici, doublée, il faut bien le dire quand même, d'une certaine charge émotionnelle que, bien sûr,
en tant qu'historien, vous ne laissez pas transparaître, mais quand même, à la fin, nous avons pu entendre, et je pense que nous avons tous compris que finalement, je parlais tout à l'heure de mémoire, à quel point cette histoire est encore brûlante, fait toujours penser à cette belle phrase de Faulkner qui disait le passé ne meurt jamais, ce n'est même pas le passé. Et finalement, la querelle dont vous parliez tout à l'heure et qui nous interpelle montre que ces choses se conjuguent au présent. Et encore merci pour cette conférence et le souvenir que vous avez rappelé aussi de grandes figures. On a vu vraiment toutes les échelles s'emboîter du quotidien. On a vécu, je dirais, ce quotidien terrible qui a été celui des Juifs de Tunis. Et puis, en même temps, vous les avez mis remarquablement en perspective avec des grandes problématiques. Encore merci. Alors, il y a des questions. Vous pouvez les poser directement via l'onglet conversation. Je peux aussi voilà, les poser moi-même. Alors, on a aussi des remarques. Des gens se soutiennent aussi. Je pense qu'il vaut mieux que le président de séance se pose les questions en les triant, bien sûr. Alors, faisons ça. Vous pouvez poser vous pouvez m'envoyer vos questions par l'onglet conversation. Je les poserai à Claude Nataf. Le temps que ces questions arrivent, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions hein, sur l'onglet conversation. Pour laisser le temps remarquable. Pour laisser peut-être le temps à tout le monde de vous envoyer par écrit les questions, Jérémy, je vais rappeler peut-être ce que j'avais fait en début de séance, que notre prochaine conférence aura lieu le 17 mars à 19h sur l'évolution des institutions communautaires et rabbiniques des Israélites de Tunis de 1865 à 1958 par Albert Marek, historien qui est ici présent, que nous aurons normalement au mois de décembre ou janvier, nous essaierons d'organiser un colloque universitaire sur la justice rabbinique en Tunisie et qui permettra de réunir à la fois des rabbins, des juristes et des historiens. Je vous signale que si vous voulez être tenu au courant des activités du Centre français du judaïsme tunisien, vous pouvez aller sur notre site internet cfjt.fr et vous recevrez régulièrement une newsletter vous donnant le détail de toutes les informations, notamment, puisque certains ne le savent pas, notre rôle premier est de constituer la bibliothèque du judaïsme tunisien. Nous sommes en train de recenser, de rassembler et de rééditer tous les ouvrages des rabbins de Tunisie qui étaient extrêmement savants et surtout de retranscrire les 300 manuscrits que nous avons en copie qui sont écrits en malak, l'ancienne écriture séfarade cursive, et que nous sommes même actuellement consultés par des Tripolitains, des Égyptiens, des Constantinois qui souhaitent qu'on s'occupe également de leur mémoire en retranscrivant ces écrits. Et je sais que c'est quelque chose qui doit probablement plaire, ce projet, au professeur Armand Abécassis, ici présent, parce que je sais qu'il est très féru de cette idée de redonner leurs lettres de noblesse aux écrits des rabbins du monde séfarade qui malheureusement sont méconnus. Je redonne la parole à Jérémy Gage. Oui, merci, cher Jean-Marcel. Alors, nous avons une question. Y a-t-il eu un début de construction de chambre à gaz? Une question de Daniel. Une question qui revient très souvent. 3 mois après. Cher Claude Nataf, on vous entend par votre micro et… Je préférerais, Monsieur le Président, que vous regroupiez 3 questions, par exemple. D'accord. Alors, ça permettra, pendant que je répondrai, à d'autres personnes de poser… Parfaitement, vous avez raison. Alors, cette question des chambres à gaz, oui. Alors, une question donc sur les chambres à gaz, sur la destruction du Sefer aussi, du Sefer Torah, ce qui est devenu… Oui. Avec une remarque de Maurice Hazan tout à fait précise. Oui. Et quelqu'un, René Boukobza aussi, nous fait part d'une remarque. Donc, pour le moment, nous avons ces 2 questions. Alors, en ce qui concerne les chambres à gaz, la réponse est non.
Il n'y a pas eu de chambre à gaz construite en Tunisie, les chambres à gaz ont été construites en Pologne. Mais alors, il y avait une rumeur qui a fait rester longtemps dans la population juive de Tunisie, qu'on avait construit des fours crématoires. Bon. Alors, effectivement, et on vous disait même à Mamlif, sur la route du Bosville, on a construit des fours crématoires. Alors, en fait, effectivement, il y a eu la construction d'un immense four qui a commencé en début 1943 sur la route d'Amamlif. Ce n'était pas un four crématoire, c'était l'intendance militaire allemande qui avait construit un immense four à pain. Bon, elle n'a pas eu le temps de le terminer. Alors, on a dit, voilà, c'était un four pour les personnes. Non, c'était un four à pain de l'intendance militaire. En ce qui concerne alors ce Sefer Torah, c'est une question très intéressante, je vous remercie de l'avoir posée. Il y a un officier SS qui avait, parce que les Allemands, évidemment, au début, ont réquisitionné des appartements, surtout les villas, les plus belles villas du Belvédère ont été réquisitionnées pour leur chef et leur état-major, et notamment, c'était surtout les villas des Juifs qu'ils ont réquisitionnées. Et il y a eu une petite villa qui appartenait au docteur Fernand Smadja, que certains d'entre vous ont connu, qu'ils ont réquisitionné. C'est un officier qui habitait là-bas. Il est parti en 1943. Et lorsque le docteur Smadja est rentré, il a trouvé, parmi ce que l'Allemand avait laissé, une serviette. Une serviette qui avait été faite dans un parchemin de Torah. Et les deux faces apparentes étaient des lettres hébraïques. Il a gardé ça. Et au dos, à l'intérieur, l'Allemand avait mis son nom, son prénom, son matricule et son unité. Il a gardé ça un moment. Bon, donc on savait que cet officier allemand avait pris ce rouleau de peau en peau avec des caractères hébraïques et s'était fait faire une serviette. Et en 2000, lorsque nous avons fait une exposition au mémorial de la Shoah, le docteur Lucien Moiti, qui était le gendre du docteur Fernand Smadja, m'a dit, j'ai ce souvenir, en quelque sorte, ce mauvais souvenir de l'occupation allemande. Voilà, apparemment, ça a été fait dans la peau, avec la peau d'un Sefer Torah, il y a les lettres. Alors, je vous précise d'ailleurs que cette serviette est toujours exposée au mémorial de la Shoah dans la partie consacrée à l'Afrique du Nord. Et lorsque nous avons vu ces lettres, on a dit, bon, qu'est-ce que c'est Quelqu'un nous a dit, mais non, c'est pas possible, parce que c'est une écriture ashkénaze. Ah, c'est une écriture ashkénaze, donc les Sefer Torah en Afrique du Nord, c'était l'écriture séfarade. Ça doit être une erreur. Ou cet officier allemand avait peut-être pris ça ailleurs qu'en Tunisie. Et puis, j'ai montré cette serviette au grand rabbin Sirat. Le grand rabbin Sirat m'a dit, oui, c'est une écriture ashkénaze, mais c'est la paracha Vayerer, paracha de la Bible, un chapitre de la Bible. Et vous savez qu'à la synagogue, chaque semaine, on lit un chapitre différent de la Bible. Il y a 52 chapitres et chaque semaine, on lit un chapitre différent. Et nous avons recherché quel était le chapitre de la Bible qu'on lisait le 9 décembre 1942. Et c'était précisément Vayerer. Donc, ce passage de la Torah, ça pouvait bien être, ça pouvait relier, cette serviette pouvait être reliée à travers le passage de la Torah à ce que nous avait raconté le docteur Fernand Smadja. Mais on a dit quand même l'écriture ashkénaze. Alors en cherchant dans les archives, j'ai trouvé un récit extraordinaire. C'est que des juifs allemands qui avaient fui le nazisme en 1933, qui s'étaient réfugiés en Tunisie, avaient emporté d'Allemagne un Sefer Torah, ashkénaze donc. Et lorsque la grande synagogue a été construite et inaugurée en 23 décembre 1937, Elie Nataf, alors président de la communauté, a permis à ce petit groupe de réfugiés allemands qui voulaient prier selon leur rite d'occuper un petit oratoire
à la gauche de la grande synagogue. Et ils ont installé dans cet oratoire ce Sefer Torah ramené d'Allemagne. Le 9 décembre, alors il est apparu que quelquefois, le rabbin tunisien prenait le Sefer Torah Ashkenaz parce que les lettres étaient plus lisibles que dans le rouleau qu'il avait habituellement. Et surtout, le lundi matin, quand il n'y avait pas beaucoup de monde à la synagogue, parce que c'était un Sefer qui était beaucoup plus petit et qui était malléable facilement. Donc, le 9 décembre 1942, le Sefer Torah qu'on lisait était le Sefer Torah Ashkenaz. C'est celui qui a été saisi par cet officier allemand, qui s'est fait faire une serviette. Et nous avons retrouvé le fils d'un artisan, Bourlier, qui a raconté que son père avait fait pour des Allemands, sous la menace, quelques serviettes à partir de peaux de Sifretan. Voilà. Alors vous pouvez le consulter, vous pouvez aller le voir, il est au mémorial de la Shoah. Est-ce que je pourrais poser une question à M. Nataf? Oui, bien sûr. Bon, alors moi j'avais 10 ans pendant cette époque. Et mon père était secrétaire de la CGT Union, des employés. Il était employé de banque au comptoir national d'escompte de Paris à l'époque et très proche de dirigeants du Néo-Destour. On en recevait à la maison chez moi. Et à cette époque, moi je me souviens avoir appris que Moncef B, qui était régnant à l'époque, avait refusé de signer un décret qui lui était présenté par l'amiral Esteva, autorisant la France, donc la résidence générale, à arrêter, à la demande des Allemands, ce que vous avez rappelé là, longuement tout à l'heure, les Juifs tunisiens. Parce qu'il y avait une différence juridique entre les Français de Tunisie. Moi, la moitié de ma famille, les frères de mon père, il y en avait la moitié qui était naturalisée français sous Pérouton en 1932, et mon père a eu la sagesse de ne pas y aller. Ce qui m'a évité, moi, de faire la guerre d'Algérie ayant terminé mes études d'ingénieur des ponts et chaussées. Je me suis naturalisé après la fin. Je vais vous répondre. J'ai compris le sens de votre question. Alors, ma question, est-ce que vous avez des précisions sur la réalité de cet événement de refus par Moncef B de signature de ce décret présenté par Esteva? Non. Alors d'abord, l'amiral Esteva n'a présenté aucun décret au B sur l'arrestation des Juifs. D'ailleurs, il n'avait pas besoin d'un décret du B. Il avait les pouvoirs de police, il pouvait arrêter qui il voulait, comme il le voulait. Les Allemands ne faisaient aucune différence entre les Juifs français et les Juifs tunisiens ou les Juifs d'autres nationalités. Je ne parle pas des Français, je vous parle de Moncef B. Oui, non, attendez, je vous parlais des Juifs. Bon, alors, première question par rapport à Moncef B, on n'a jamais présenté à Moncef B un décret sur l'arrestation des Juifs. Bon, il n'aurait probablement pas signé, mais on ne lui a jamais présenté un tel décret. Ça ne pouvait pas d'ailleurs résulter d'un décret. Il avait les pouvoirs, le résident général avait les pouvoirs de police. Il pouvait faire arrêter qui il voulait. La deuxième sous-question que vous posez, est-ce qu'il y avait une différence entre les Juifs des différentes nationalités? Pour les Allemands, aucune différence. D'accord. Les Allemands ont arrêté indifféremment les gens qui étaient juifs ou qui ne l'étaient pas. Bon. Les gens qui étaient français, à partir du moment où ils étaient juifs, la nationalité ne les protégeait pas. Les juifs italiens ont pu échapper au travail obligatoire pendant quelques mois grâce à l'action de leurs dirigeants auprès du consul d'Italie. À la fin, les Allemands ont estimé que cette exemption des Juifs italiens était inadmissible. Et il y a un comité qui a été constitué par le consul d'Italie, il Comitato per i Lavoratori degli Ebrei. Et ce comité, où il y avait l'avocat Mopurgo, notamment Carlo Pariente, un autre avocat, a recruté quelques jeunes Juifs italiens qui ont été employés à des travaux de peinture dans des locaux dépendants du consulat d'Italie. Donc ça a été un travail
obligatoire très limité pendant une courte période, en avril 1943. Et ça a permis d'ailleurs de camoufler quelques juifs tunisiens qu'on a déguisés en italiens et qui ont pu ainsi échapper au camp de travail. Il y avait les juifs britanniques. Les juifs britanniques ont été arrêtés au début dans les rafles, comme les autres juifs tunisiens et français. Ils étaient placés sous la protection du consulat. Ouvrant qu'il y avait des juifs britanniques dans les camps, comme les Britanniques étaient leurs ennemis, ont voulu les retirer des camps, les emprisonner pour je ne sais quoi en faire après, bien évidemment. Le consul de Suisse est intervenu et les juifs britanniques ont été internés, non pas à la prison, mais dans les locaux du consulat de Suisse. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans une pièce du consulat de Suisse où ils étaient nourris, sommairement, mais ils étaient nourris, ils étaient mieux que dans un camp de travail. Alors, je vais vous donner d'ailleurs lecture d'un petit récit, du début d'un petit récit d'un monsieur Charles Zetoun qui avait 20 ans en 1942, qui était de nationalité française et qui nous raconte ceci. Le 9 décembre, jour de la rafle, j'ai été arrêté dans la rue par un gendarme allemand. J'ai présenté ma carte d'identité. Comme il m'a demandé si j'étais juif, j'ai répondu « Je suis français », en lui montrant du doigt la mention « Nationalité française » sur ma carte d'identité. Il a lu français et il m'a laissé passer. J'ai cru à ce moment-là qu'il n'arrêtait pas les Français. Le lendemain, j'ai été à nouveau arrêté, mais à côté du gendarme allemand, un Tunisien. J'ai fait comme la veille en montrant ma carte d'identité. L'Allemand s'est retourné vers le Tunisien qui a lu mon nom, Zetoun, et il a dit « c'est un juif ». C'est comme cela que j'ai été arrêté. Je vous précise aussi que sur les 100 notables qui étaient comme otages, il y en avait 60 qui étaient français et 40 qui étaient tunisiens. On peut poser une question? Oui, alors je ne sais pas. Ça ne vous dérange pas. Je préfère que les questions soient posées par l'intermédiaire du président, c'est plus facile. D'accord, mais comme elles ne sont pas lues, c'est un petit peu embêtant. Alors, une petite chose. D'une part, je pense avoir lu les questions au fur et à mesure qu'elles arrivaient, mais bon, il y a les questions, puis il y a les remarques, il est vrai personnelles qui sont… Non, je ne réponds encore qu'à 3 questions. Et des questions sur le sujet de la conférence, c'est-à-dire le 9 décembre 1942. Voilà, donc, exactement. Je peux écrire après si vous le voulez. Je précise simplement que voilà, il est difficile de poser des questions qui sont imbriquées avec des souvenirs familiaux si précieux soient-ils. C'est une remarque sur le. Mais comment on fait à poser la question? Alors, il faut passer par… Je ne réponds pas directement aux questions. Je ne réponds aux questions qui sont posées par… Si vous voulez, en bas, il y a écrit chat en bas et moi, je lis les questions. Alors, vous avez une question sur la déportation, le nombre de déportés juifs en Tunisie et une question de M. Bismuth sur l'attitude des citoyens musulmans face à cet événement. Alors, première question, là, je vais répondre d'abord à la question sur l'attitude des citoyens musulmans. Je pense que vous parlez de l'attitude des citoyens musulmans le 9 décembre, c'est-à-dire le jour de la rafle, et non pas l'attitude des citoyens musulmans sur l'ensemble de la période. Non, je pense face à cette journée. Alors, sur le jour de la rafle, il faut bien dire que les citoyens musulmans, les hommes de la rue, n'ont pas été très cool. Un certain nombre d'entre eux ont renseigné les Allemands sur les noms, parce que les Allemands ne connaissaient pas encore une fois les noms juifs de Tunisie. Donc il y avait quelques garçons qui étaient là, qui les renseignaient, en faisant quelques erreurs quand même, parce qu'il y avait par exemple M. Brandon, pharmacien, juif
originaires de Bordeaux, des communautés de Bordeaux, mais qui étaient pharmaciens à Tunis depuis longtemps, les citoyens musulmans qui se sont fait les auxiliaires volontaires des Allemands, le nom de Brandon, ça leur disait rien. Bon, alors, ils l'ont laissé passer comme ça. Et surtout, lorsque les groupes de juifs partaient, conduits par les Allemands, il y avait des musulmans très nombreux qui ricanaient en voyant les juifs partir, et des Italiens aussi, surtout des gens de la petite Sicile, qui les voyant partir avec la pelle et la pioche sur le dos, sous les coups de cravache des gardiens allemands, riaient assez sérieusement. Mais par contre, les personnalités musulmanes, dans l'ensemble, ont été relativement correctes. Il y en a qui ont caché des juifs dès la journée du 9 décembre. Encore une fois, il y en a qui ont donné même quelques vivres au moment où les jeunes scouts allaient de maison en maison pour ramasser des vivres. Il y en a qui ont participé à cette collecte. Il y a, vous savez, comme partout, il y a eu de beaux gestes et il y a eu des gestes de salauds. Alors, l'autre question, c'était sur les déportés. Oui, le nombre notamment. Alors, il y a eu 43 déportés. Je dirais que les déportés, il y a eu 3 catégories. Il y a eu d'abord des gens qui ont été des jeunes qui ont tenté de franchir les lignes pour aller rejoindre les troupes françaises et qui ont été arrêtés. Alors, lorsque c'était un Français non juif qui était pris, arrêté, il était emprisonné, puis au bout de quelque temps, il était relâché ou bien il restait en prison, certains sont restés en prison jusqu'au mois de mai 1943 et ils ont été ensuite libérés par les Alliés. Lorsque c'était un juif qui était pris en train de franchir les lignes, il y en a eu quelques-uns, ils ont été immédiatement arrêtés et transférés en Allemagne. Il y a eu ensuite des juifs qui ont été arrêtés comme résistants. Ils participaient à des réseaux de résistance. Ils ont été arrêtés. Ils n'ont pas été arrêtés en tant que juifs, mais à partir du moment où ils ont été reconnus comme juifs, ils ont été déportés vers les camps d'Auschwitz ou les camps d'extermination des juifs. Il y a eu des personnalités qui ont été, personnalités françaises, qui ont été déportées, qui constituaient des cadres de la population française. Et dans ce lot, il y a eu un certain nombre de juifs, notamment ceux qui avaient appartenu au comité du Rassemblement populaire, comme le docteur Benjamin Lévy et le journaliste Serge Moiti, ou d'autres qui étaient des notables de la communauté, comme le bâtonnier Victor Cohen-Adria, qui était président de la commission des finances de la communauté. Il y a eu aussi des employés de la communauté et des juifs qui se trouvaient dans les camps de travail, qui ont été déportés, parce qu'ils n'avaient pas obéi à un ordre allemand, parce qu'un Allemand les avait dans le nez, parce que l'un d'entre eux avait écouté des informations sur Radio Londres alors qu'il était au camp de Bizerte. Bref, 43 déportés qui ont été déportés par avion de Tunis vers Rome et ensuite en train de Rome vers l'Allemagne. Serge Klarsfeld a écrit « Les Juifs de Tunisie ont eu le triste privilège d'être les seuls au monde à avoir été déportés par avion ». C'est ce qui a empêché les déportations. Parce que nous savons maintenant, à travers les documents qui ont été retrouvés, le préparatif de la conférence d'Anzé, etc., que le but de Rauf était de fusiller les Allemands, les Juifs qui étaient dans les camps. Il pensait les concentrer d'abord dans les camps de travail, ce qui étonnait tout le monde, parce que les Juifs n'étaient pas des bons travailleurs, ce n'étaient pas des gens qui étaient habiles à manier la pelle et la pioche, à participer à des constructions pour les besoins militaires. Et on s'étonnait de cela. Une personnalité musulmane avait prévenu la communauté que l'intention des Allemands, s'ils perçaient le front allié, s'ils se dirigeaient vers l'Algérie, était à ce moment-là de liquider par les armes tous les Juifs qui étaient dans les camps. Il l'avait dit, mais on n'avait pas de preuves. Et il y a quelques années, j'avais demandé à un de mes amis italiens de me faire des recherches dans les archives du ministère de la Guerre en Italie, et nous avons trouvé les mémoires assez inconnus d'un général italien qui s'appelait le général Lorenzelli, qui commandait la division Superga. La division Superga, c'était la division d'assaut italienne, c'était une division d'élite. Et ce général écrit qu'on lui avait amené des Juifs pour être dans la zone italienne, dans un camp. Il ne comprenait pas
parce qu'il trouvait que ce n'étaient pas de bons ouvriers. Il ne voyait pas pourquoi on avait arrêté ces Juifs et on les avait mis à sa disposition. Et il dit qu'ensuite, il écrit en italien, bon, comme ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, je n'ai pas pris son texte, mais je le cite de mémoire, qu'il s'était aperçu que le but des Allemands, c'était l'élimination physique. Et il dit, per me ufficiale italiano era inaccettabile. Pour moi, officier italien, c'était inacceptable. Et qu'à partir de là, il a essayé, il a ordonné à ses troupes de fermer les yeux sur les évasions de Juifs. Et effectivement, on s'est aperçu que sur 1000 hommes qui étaient dans les camps italiens, il en restait 300 au moment de l'offensive alliée sur Tunis. Et 700 évadés. Alors, bon, 700 évadés, ça ne peut pas s'évader à 700. Quelques évadés d'un camp, oui, 10, 15, 20, 50, je veux bien, 700, c'était parce qu'il y avait une complicité des troupes italiennes. On le savait, on a dit, allez, les soldats italiens, ils sont gentils, ils nous laissent filer quand on veut, etc., ou on leur remet de l'argent, ils nous laissent filer. Mais en fait, les mémoires de ce général italien montrent que c'était un ordre qui venait de lui, le général de la division Superga, Gerardo Lorenzelli, qui a fait évader énormément de Juifs des camps pour éviter la solution finale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Alors, peut-être une toute petite dernière question, si vous voulez bien, qu'on m'a posée plusieurs fois. Est-ce qu'il y a eu une sorte de fichier, un état du nombre de Juifs et est-ce qu'il y a eu des dénonciations? Alors, d'abord, l'état du nombre de Juifs, c'était le recensement. Bon, le recensement des Juifs qui a eu lieu en 1941. Ce que j'ai découvert dans les archives, c'est qu'effectivement, les Allemands s'étaient emparés des listes du recensement. Et ils s'étaient emparés des listes de la déclaration des biens qui avaient été faites par les Juifs. À Sousse, par exemple, les Allemands ont imposé une amende. Dans toutes les communautés, ils ont imposé des amendes. 23 millions à Tunis, 40 millions à Sfax, 40 millions à Sousse. Lorsqu'ils ont imposé à Sousse une première amende de 20 millions, le président de la communauté, Maître Binas, a dit « Mais je ne peux pas trouver 20 millions dans ma communauté, comment voulez-vous que je les trouve ?» Et ils lui ont jeté les fiches, la liste des biens recensés, des biens juifs. Il dit « Voilà, il y a la valeur des propriétés des Juifs, c'est là que vous devez chercher l'argent. » Donc on s'est aperçu qu'ils avaient effectivement les listes qu'ils avaient puisées dans les registres de l'administration française et qu'ils s'étaient emparés de tout. Voilà. Ils avaient des listes. Et les fichiers, alors le fichier du recensement qui a été fait, il a été détruit à la Libération. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques en France sur le fichier du recensement. Le fichier du recensement. En Tunisie, dès la Libération, la communauté a demandé que ce fichier soit détruit. Et il a été détruit dans rue Arago, dans l'usine des galettes, dans l'usine des pains azimes, en présence des représentants de la communauté. J'ai dans mes archives le procès-verbal de cette destruction du fichier, que Paul Guez avait appelé le fichier infâme. Dès 1943, il a été détruit et le général Catrou, Alger, avait dit « Tiens, on ferait bien de s'inspirer de ce qui s'est fait à Tunis. » Voilà. Un grand merci à vous, cher Claude Nata. Une petite question, je pourrais. La dernière. Vous avez parlé de cette rafle à Tunis, mais à Sousse, à Sfax, il y a eu d'autres rafles ou bien seulement à Tunis? Alors, une rafle comme ça, il n'y en a eu qu'à Tunis. Il y a eu des rafles plus légères à Nabeul, à Kérouan, à Moknine. À Sousse, il n'y a pas eu de rafle, il y a eu une convocation générale. Enfin, les Allemands sont passés de maison en maison pour demander que tous les hommes juifs, quel que soit leur âge, se retrouvent à la caserne Ardent du Pic. Et là, des milliers d'hommes juifs, même les malades, même les vieillards ont été à cette caserne, et les Allemands ont fait un tri entre ceux qui étaient retenus pour le travail obligatoire et pas les autres. À Sfax, il n'y a pas eu de rafle. Il y a eu des convocations individuelles, mais il n'y a pas eu de rafle. Merci. Bien, un grand merci, cher Claude Nataf. Il me reste à vous remercier très chaleureusement et je repasse la parole à Jean-Marcel. Merci beaucoup pour Jérémy. Merci donc à notre intervenant. Juste une petite correction. Je parle sous l'autorité du grand rabbin René Guedj, ici présent, que je salue et qui nous a rejoint au conseil d'administration du CFJT. Et je l'en remercie. La paracha qui était lue le 9 décembre 1942, c'était pas Voyeler,
mais Weishlach, sur donc Jacob qui quitte Beersheba. Je Voilà, me suis trompé de paracha. Voilà, Ce sont des parachas voisines. Non, c'est en septembre, voyez là, mon cher père. Mais non, je dois vous corriger. Je ne dis pas voisines de date, ce sont des parachas voisines phonétiquement. Voilà, tout à fait. Hazak. Bravo. Merci. Bon, et je vous souhaite à tous de Hanouka Sameach à partir de demain. Sameach. N'oubliez pas Rosh Chodesh El Bnat, la fête des filles que l'on fête en Tunisie pour célébrer donc les femmes qui n'ont pas qui ne se sont pas qui ont échappé à Ouvodor et qui donc ont été exemplaires. Et si vous voulez plus de renseignements sur nos actions, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet cfjt.fr. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup. Hazak Walou. Merci.